Alors, ceci est une vidéo sur les outils mathématiques qu'il faut connaître et comprendre si l'on veut faire de la physique quantique. Donc, il ne s'agit pas d'exercices, hein. C'est vrai que dans ma chaîne, je propose beaucoup d'exercices. Là, c'est un cours avec des notions mathématiques euh, nécessaires pour pouvoir comprendre la physique quantique. Donc, ne regardez pas cette vidéo si vous ne savez pas ce qu'est une matrice. Ne regardez pas cette vidéo si vous ne savez pas ce qu'est un produit scalaire. Et ne regardez pas non plus cette vidéo voilà, si vous ne savez pas à la limite ce qu'est un espace vectoriel. Voilà. Donc c'est si vous connaissez ces trois concepts, que vous savez un tant soit peu les manipuler, on part de là pour pouvoir construire des outils mathématiques, des objets qui vont nous permettre d'appréhender la quantique. Donc voilà, on n'est pas sur un niveau de formalisme non plus très très élevé en mécanique quantique, mais les bases et les prérequis sont ceux-ci. Donc voilà, donc ce préambule étant fait, donc on va aborder la notion d'espace de Hilbert, qui est à la base notamment du formalisme sous-jacent au calcul en mécanique quantique. Ok. Donc les espaces de Hilbert ont été plus ou moins introduits par des gens très connus en physique. On parle de Heisenberg, de Broglie, Louis de Broglie, de Schrödinger. Heisenberg, lui, a formalisé et introduit la théorie des matrices. Il en est même à l'origine, Heisenberg étant un physicien et non un mathématicien. De Broglie et Schrödinger ont introduit la partie ondulatoire, je dirais, de la mécanique quantique, sa forme théorisée. Donc le concept unificateur d'espace de Hilbert euh, en a découlé naturellement dans ce cours que je propose, là, dans cette introduction aux outils mathématiques nécessaires à la compréhension de la quantique. Donc je vais introduire la notation de Dirac. Donc Paul Dirac, un physicien donc, du début du siècle qui a été à l'origine un des précurseurs en mécanique quantique. Donc un espace de Hilbert, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un espace de dimension, on le note grand H, c'est une notation, euh, de dimension finie. Donc c'est d'abord et avant tout un espace vectoriel de dimension grand N, ok, sur le corps des complexes. Ok, donc on construit la notion d'espace hilbertien sur un espace vectoriel qui a une dimension grand N sur le corps des complexes. On va donc définir une base En, N décrivant l'ensemble des entiers naturels, euh, orthonormée et un produit scalaire. Ok. Donc la norme des EI, ça vaut 1, et je l'ai écrit ici, le produit scalaire entre En et Em est égal à delta Nm. Delta, c'est le symbole de Kronecker, c'est tout simple, c'est lorsque l'indice N est égal à l'indice M, ben, ce produit scalaire vaut 1, et lorsqu'ils sont différents, ben, le produit scalaire est nul. Voilà, donc c'est tout simple, c'est tout ce que veut dire ce petit objet là, symbolisé par un petit delta en notation grecque, indice Nm, le symbole de Kronecker. Donc cette base, elle est orthonormée, d'accord? Donc c'est une base, donc qu'est-ce qu'une base dans un espace vectoriel? Un espace vectoriel, c'est un espace de vecteurs, donc tout vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire de la base. Autrement dit, on peut déterminer un ensemble de coefficients Cn qui sont complexes. Ici, on n'est pas dans le corps des réels, on est dans le corps des complexes. Donc tout vecteur phi de cet espace de Hilbert, qui, rappelons-le, est avant tout un espace vectoriel, va s'écrire sous forme d'une combinaison linéaire, d'accord, pour n décrivant à grand N, n étant la dimension de notre espace de CNEN. Bon, je rappelle, j'ai dit que finalement, il fallait connaître effectivement la notion d'espace vectoriel, mais il y a deux éléments simples à connaître dans un espace vectoriel. C'est que une base, en fait, ça se caractérise comme le fait que tout vecteur de notre espace va pouvoir s'écrire de manière unique comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base. D'accord? Donc cette base est connue et précise. Alors le produit scalaire défini dans un espace de Hilbert doit être un produit scalaire hermitien, défini et positif. Alors, donc défini positif, on sait ce que ça veut dire, hein, défini donc et positif, donc
produit scalaire d'un élément avec lui-même est toujours positif, et le produit scalaire d'un élément avec lui-même est nul si cet élément est lui-même nul. Donc je vais l'expliciter là. Mais donc, hermitien, ça veut donc dire quoi? Si on considère un vecteur qui de cette base, qui s'écrit donc comme une combinaison linéaire somme sur n des AN, EN. AN, ce sont des complexes, et EN, ce sont bien les vecteurs de notre espace de Hilbert, ok? Donc, on note le produit scalaire sous cette forme, hein, c'est une notation, on pourrait le noter d'une manière différente. On met traditionnellement une petite parenthèse, le premier vecteur, virgule, le deuxième vecteur, on ferme la parenthèse, et ça, c'est notre produit scalaire, voilà. Donc, ça se lit, le produit scalaire, entre le vecteur qui et le vecteur phi, d'accord? Ben, ce produit scalaire est égal à la somme sur n des alpha n étoiles Cn. L'étoile alpha n étoile, c'est quoi? C'est tout simplement le conjugué hermétique de alpha n. Autrement dit, alpha n est un vecteur. Le conjugué hermétique d'un vecteur, mais en fait, vous prenez en fait sa partie réelle, elle ne change pas. Vous prenez sa partie imaginaire, ben, vous prenez l'opposé de sa partie imaginaire, vous avez le conjugué hermétique. C'est d'une simplicité enfantine, c'est juste un concept qu'il faut donc connaître. Voilà, donc le conjugué hermétique d'un vecteur, bah, c'est ce même vecteur, sauf que sa partie imaginaire, ça devient l'opposé, et sa partie réelle, c'est la même. Donc le produit scalaire du vecteur qui avec le vecteur phi se note... oui, pardon. Ce vecteur phi avec le vecteur phi, donc bon, on considère, là j'ai mis des D1, mais c'est des alpha, hein, alpha 1 étoile, alpha 2 étoile, jusqu'à alpha n étoile, appliqué au vecteur colonne. On note les notations, la notation vectorielle usuelle, c'est une notation vectorielle colonne, donc en fait c'est un vecteur colonne donc de n lignes et une seule colonne. Et on a la propriété fondamentale du produit scalaire hermétique qui est celle-ci. D'accord, donc je fais passer mon curseur dessus. Donc, que dit cette propriété fondamentale du produit hermétique qui sert énormément en mécanique quantique? Elle nous dit tout simplement que le produit scalaire du vecteur qui avec le vecteur phi dans notre espace de Hilbert est égal au conjugué hermétique, d'accord, du produit scalaire entre le vecteur phi et le vecteur qui. Ok, donc ça c'est une propriété très importante qu'on va utiliser, qu'on utilisera dans les calculs, de manière à aboutir à des résultats, de manière à travailler en mécanique quantique. C'est une notation qui va nous permettre de réarranger les éléments de manière intelligente, de réarranger nos calculs. Mais donc on a bien donc produit scalaire du vecteur qui avec le vecteur phi, c'est le conjugué hermétique du produit scalaire entre phi et qui. Ok, donc à retenir, à savoir démontrer de toute manière, enfin savoir démontrer. Ici c'est une définition, d'accord. Ce produit scalaire, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Ben, il est linéaire à droite et il est antilinéaire à gauche. Antilinéaire, ça fait intervenir la sesquilinéarité, on va le voir à travers ces deux définitions. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'être linéaire à droite? Ben, tout simplement, si je fais le produit scalaire entre le vecteur qui et le vecteur phi qu'on a multiplié préalablement par un complexe, d'accord? Lambda, c'est en fait un élément du corps des complexes, ce n'est pas un vecteur. Quand on multiplie lambda par le vecteur phi, en fait, on multiplie composante par composante les composantes unitaires de phi par ce même scalaire, enfin c'est pas un scalaire, ce même complexe ici, lambda. Et bien, donc le produit scalaire de qui par lambda fois phi, c'est égal, on sort le complexe donc du produit scalaire, c'est égal à lambda fois le produit scalaire entre qui et phi. Lambda est un complexe. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, en préambule, on doit savoir qu'un produit scalaire, par définition, si c'est défini dans un espace vectoriel sur R, sur le corps des réels, en fait, ça prend un couple de vecteurs et ça renvoie à un réel. Dans le cadre qui nous intéresse, à savoir les espaces de Hilbert, on est dans le corps des complexes, et donc un produit scalaire défini dans le corps des complexes va prendre deux vecteurs de la base de notre espace vectoriel, ici de notre base hermitienne, et va donner comme résultat un complexe. Autrement dit, cette notation-là, ce n'est pas un vecteur, c'est effectivement un complexe, d'accord? Donc le produit scalaire entre deux vecteurs donne un complexe. Et donc la linéarité à droite s'exprime comme ceci, et l'antilinéarité à gauche s'exprime comme ceci, à savoir que le produit scalaire entre lambda fois le vecteur qui et le vecteur phi, c'est égal à lambda étoile, donc le conjugué de lambda,
multiplié par le produit scalaire qui phi, d'accord? Donc le conjugué de lambda, encore une fois, cette petite étoile, cette notation, elle est toute simple, et elle veut simplement dire que lorsque vous avez un complexe, je vous donne un exemple, qui s'écrit sous la forme, je sais pas moi, 3 plus 2 fois i, où i est le nombre imaginaire, le conjugué, c'est 3 moins 2i, d'accord? La partie réelle reste la même, la partie imaginaire, vous en prenez l'opposé, ok? On a également donc les propriétés traditionnelles du produit scalaire. Un produit scalaire, la norme d'un vecteur se détermine par rapport au produit scalaire comme étant la racine carrée du produit scalaire, donc du vecteur avec lui-même. Et on a que le produit scalaire du vecteur avec ce même vecteur est toujours positif ou nul. D'accord? Et on a effectivement la définition du produit scalaire, c'est-à-dire le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est nul. Si le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est nul, alors on a affaire au vecteur nul. D'accord? Donc ça, ce sont comment dirais-je, des propriétés mathématiques élémentaires du produit scalaire qui vont intervenir en mécanique quantique lorsqu'on utilisera la notation, je vais l'introduire, de Dirac, où on fait intervenir des bras, des quêtes, et qui va être ensuite utile, même après, hein, je ferai, je pense, un prochain cours sur les postulats à la mesure en mécanique quantique, qui va être complémentaire à ce cours, à cette vidéo-là, dans lequel, effectivement, on utilisera cette propriété mathématique-là élémentaire pour pouvoir déterminer des résultats quantiques de mesure, ok? Autrement dit, ces outils mathématiques, bon, ce sont, comme le nom le dit, des outils au service de la physique. Bon, maintenant, il faut les comprendre et les utiliser. Ok. On a ensuite une inégalité intéressante du point de vue mathématique qui va intervenir en quantique, c'est l'inégalité de Schwartz. Ok. Donc, cette inégalité de Schwartz, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le module au carré entre deux vecteurs qui et phi peut être majoré par le produit des modules carrés des vecteurs respectifs. Ok? Donc c'est intéressant, c'est une égalité qui est bon à connaître. Bon, elle se redémontre, elle se démontre, je ne vais pas le faire ici, c'est pas l'objectif, hein, mais elle est bonne à connaître. Voilà, elle s'utilise dans les exercices en méca quantique. Alors, notion d'opérateur linéaire. Ok? Donc un opérateur linéaire, donc c'est un opérateur qui prend en entrée un vecteur de notre espace hermitien, qui, rappelons-le, s'appuie sur un espace vectoriel muni d'un produit scalaire qui a les bonnes propriétés du produit scalaire hermétique que je viens à l'instant de définir, ok, et qui associe A fois le vecteur, où donc la linéarité s'exprime mathématiquement de cette manière-là. A, l'opérateur A appliqué à la combinaison linéaire du vecteur entre phi plus lambda qui est égal à A fois phi, autrement dit A appliqué à phi, plus lambda, donc on sort le scalaire, le complexe, multiplié par A appliqué au vecteur qui. Voilà, ça c'est la linéarité, l'opérateur il est linéaire, il est défini comme ceci. Alors, on a une représentation effectivement matricielle de cet objet, de cette quantité, donc il faut pouvoir passer d'une interprétation, je dirais, vectorielle, d'une égalité entre vecteurs, à une interprétation matricielle, puisqu'on est effectivement dans un espace vectoriel, donc un espace hermitien qui est lui-même un espace vectoriel de dimension n, on peut écrire cet opérateur sur la forme d'une matrice n, n ligne, n colonne. Ok. Je vous rappelle que le produit d'une matrice n ligne, n colonne par un vecteur colonne de n ligne, ça nous fait un vecteur colonne de n lignes et une ligne. Autrement dit, on prend un vecteur colonne qui est le vecteur phi, d'accord, qui a pour composante C1, C2 jusqu'à Cn dans notre base, notre fameuse base orthonormée que j'ai définie que je viens de définir, de notre espace hermitien, et notre opérateur linéaire, entre guillemets, nous crache, c'est le terme, nous crache un autre vecteur, d'accord, dont la dimension est la même que le vecteur initial, d'accord. Donc on modifie pas la dimension du vecteur, on modifie pas, en fait, on modifie un certain nombre de choses. Le produit scalaire, l'opérateur linéaire agit donc de manière linéaire, et c'est donc pour cela qu'on peut utiliser une représentation matricielle. C'est effectivement aussi tout l'objet du formalisme matriciel. Okay, donc on a une représentation matricielle de l'opérateur grand A. Ok, donc on considère que phi est égal à la somme sur n des Cn En. Autrement dit, donc A phi, pardon, A fois phi va être égal à la somme sur n des Cn A En, d'accord.
Donc, je rappelle que, effectivement, si je fais le produit scalaire entre le vecteur unitaire EM, qui est un vecteur de la base hermitienne que l'on a choisi, et le vecteur phi, j'obtiens Cm. Cm, c'est la composante, la m-ième composante du vecteur phi, d'accord, exprimée dans la base des EI. Autrement dit, en faisant le produit scalaire du vecteur de base Em par phi, comme phi a été exprimé dans cette base, on obtient la m-ième composante de phi, ok, ce qui est intuitivement compréhensible. Pour m donné et une base orthonormée, ok. Donc la base elle est orthonormée. Je rappelle une base orthonormée. Donc l'ensemble la norme de tous les EI c'est 1, donc ils sont de norme 1. Le produit scalaire des EI avec EI scalaire EI c'est 1. Et EI scalaire EJ c'est 0 si I est différent de J. C'est tout ce que ça veut dire, base orthonormée. Ok. Donc le produit scalaire entre EM et le vecteur qui résulte de l'opération linéaire de l'observable, on va appeler A, on l'appellera en mécanique quantique ensuite un observable, mais pour l'instant on n'en est pas là. A c'est un opérateur linéaire, d'accord, mais un opérateur linéaire ce sera aussi un observable. Donc l'opérateur linéaire A appliqué à phi va donc s'exprimer comme la somme sur n des Cn, on utilise les propriétés de linéarité, des EM scalaire AEM. Or, E indice M scalaire A appliqué au vecteur de base EN, c'est égal à A indice Mn. Autrement dit, c'est la composante qui se trouve à la m-ième ligne, n-ième colonne dans cette base, tchac, la m-ième ligne, tchac, la n-ième colonne de ce vecteur de base. Et donc, c'est égal à la somme sur n des A, M, N, Cn. Ok? Bien, alors, un concept fondamental en mécanique quantique, et on y arrive. Donc, c'est effectivement le concept à comprendre ici en mécanique quantique, et il faut vraiment que vous le compreniez bien, parce qu'il va être utilisé partout. Donc, je vais l'expliquer. Donc, c'est très simple. Donc, soit A, grand A, un opérateur linéaire. Son arithmétique conjugué, autrement dit son adjoint, va être noté A avec une petite croix, on va dire de mort en haut, hein, c'est la croix d'un mort, mais bon, ça se note et ça se prononce ADAG. ADAG, ok. Ça va être l'hermétique conjugué de A ou son adjoint. On peut dire que ADAG est l'adjoint de A. Donc ça se prononce ADAG dans les calculs, mais c'est l'adjoint de l'opérateur A, le conjugué hermétique. Alors, il va être défini comment ce ADAG? C'est une simple définition. Vous la prenez comme telle, vous la prenez, vous l'écrivez 10 fois pour que ça rentre, et ensuite vous l'appliquerez dans des calculs quantitatifs. Ok? Donc, quels que soient les vecteurs phi et chi appartenant à notre espace de Hilbert, par définition même de l'opérateur ADAG, on doit avoir que le produit scalaire entre le vecteur chi et le vecteur résultant de l'opération ADAG appliquée à phi doit être égal, par définition, au produit scalaire entre A fois chi et phi. Donc ça, c'est la définition. Ok ? Ça, c'est la définition, d'accord, de l'adjoint de A, que l'on note ADAG. Or, on sait, alors maintenant, la deuxième partie, c'est pas la définition, c'est quelque chose que l'on sait. On sait que, en fait, c'est la définition, ça, cette deuxième partie-là, excusez-moi, mais c'est la définition que je vous ai à peine définie ici, d'accord, bon, que je prends comme acquise, hein, puisque, en fait, tout ce qu'on va construire, c'est des briques de base, donc on construit une théorie, on construit un modèle, et on part de fondamentaux. Donc j'ai supposé acquis cette propriété, je dirais, du produit scalaire, qui scalaire phi est égal à phi scalaire qui étoile, j'ai défini ce que c'était l'étoile, on en est au DAG, d'accord, on en est à l'adjoint. Ok, donc cette égalité en fait déroule de précédemment. Autrement dit, on sait que aussi également que acquis scalaire phi est égal à phi scalaire acquis étoile. D'accord. Ne pas confondre l'étoile avec le DAG. Le DAG, dans le DAG, il y a l'étoile, mais il y a aussi la transposée, on le verra, parce que prendre l'adjoint d'un vecteur, on va voir bientôt qu'en mécanique quantique qu'un vecteur colonne, ça peut se transformer par transposé en un vecteur ligne, et vice-versa, un vecteur ligne peut devenir un vecteur colonne quand on le transpose. Ok, d'où la définition qui découle de cette
comment dirais-je, donc d'où la propriété, pardon, qui découle de cette définition-là. Ok, on a que ADAG est égal à A transposé étoile. Ok, autrement dit, l'opérateur adjoint de A, qui est noté ADAG, est égal au conjugué hermétique de A transposé. Ok, donc vous avez un vecteur, donc tout ça en fait il faut le démystifier et je vais le démystifier tout de suite, j'espère. En fait, quand vous avez un vecteur, bon là c'est un opérateur, mais vous prenez ouais, on prend ADAG d'un opérateur. Bon, vous prenez une matrice, d'accord. Pour avoir ADAG, vous la transposez, donc les lignes ça devient des colonnes, les colonnes ça devient des lignes, et comme votre matrice elle est dans le corps des complexes, d'accord, on n'est pas dans le corps des réels, on est dans un espace hermitien, on a construit sur notre espace vectoriel un espace hermitien dans le corps des complexes qui va nous servir en mécanique quantique, ok, et bien vous conjuguez, vous prenez donc le conjugué de tous les complexes que vous avez dans votre matrice. Donc ADAG est égal à A transpose étoile. Ok. Alors en particulier, le produit scalaire EM avec ADAG EN, c'est égal, en fait, c'est égal à l'élément de la matrice ADAG. Donc vous preniez l'élément qui se trouve au croisement entre la m-ième ligne et la n-ième colonne. Donc ça, c'était aussi un jeu de convention, un jeu d'écriture. Lorsqu'on écrit ADAG MN, M, ça, le premier indice que l'on note, ça correspond toujours à l'indice de la ligne de la matrice, ok. Et le deuxième indice qui suit, par convention, effectivement, ça correspond à l'indice de colonne. Donc ça, vous devez l'intégrer et le comprendre pour pouvoir lire, pour pouvoir avoir les écritures, d'accord. En mécanique quantique, il faut savoir quand qu'on a affaire à un vecteur, à une colonne, il faut être capable de connaître voilà, les éléments dans la ligne, de jouer, c'est un jeu d'écriture. C'est pour ça que je vous ai dit en préambule en début de vidéo, bon, aborder la mécanique quantique sans connaître le formalisme matriciel, c'est pas du suicide, mais presque, je veux dire. Donc, la mécanique quantique, on peut avoir une bonne compréhension de la mécanique quantique, des outils mathématiques et suivre des raisonnements en mécanique quantique que si l'on a à la base, je dirais, une compréhension basique du formalisme matriciel. Ok. Donc, je reprends. Donc, ceci, c'est égal, d'après la définition de l'adjoint, à AEM, le produit scalaire entre AEM et EM et EN. Et ceci, c'est égal par définition du produit scalaire, ok, non pas de l'adjoint, mais du produit scalaire, au conjugué entre le produit scalaire entre le vecteur de base EM et AEN, ok. Et ça, c'est ANM étoile. Donc, et ça c'est un exercice que je vais pas faire, que j'ai écrit, et que je vous demande de faire pour réellement comprendre que vous avez, pour réellement voir si vous avez compris ce qui a été dit précédemment et si vous savez l'appliquer. Parce que comprendre quelque chose, on peut le comprendre aussi. Mais après, il y a l'application. Et c'est aussi autre chose. D'accord. Donc, le formalisme quantique, c'est un peu pareil. Hein. Si vous voulez apprendre une langue, vous pouvez l'apprendre, etc. Vous allez l'apprendre, la comprendre très très bien. Mais tant que vous n'allez pas aller dans le pays, vous n'allez pas la parler, la langue. Ok. Donc, il y a différents, de même que dans l'étude d'une langue, il y a différents niveaux de compréhension. Moi, je fais ce parallèle, cette analogie, mais je pense qu'elle est bonne aussi. Mais si vous pouvez comprendre tout ce que je vais expliquer par la suite, si vous vous arrivez pas à montrer ça, d'accord. Mais si vous arrivez à montrer que ABDAG c'est BDAG ADAG, et ben non seulement vous allez comprendre ce qui suit, mais en plus vous allez avoir une vision un peu plus poussée de ce que je vais expliquer par la suite, et vous allez être à même de faire des exercices sans bloquer. Voilà. Donc essayez de démontrer ça sur la base seulement uniquement de ce que j'ai explicité. Ok. Alors, on a dit donc qu'un opérateur est dit hermitien ou auto-adjoint si A est égal à ADAG, d'accord, s'il est égal à son conjugué hermétique. Donc un opérateur est dit hermitien s'il est égal à son conjugué hermétique. En dimension finie, un opérateur grand A est hermitien et donc équivalent à A indice IJ est égal à AJ étoile. Autrement dit, l'élément de la matrice de mon opérateur hermitien, donc qui se trouve à la ième ligne et à la jème colonne, va être égal au conjugué hermétique, de l'élément de la matrice formée par les AJI. Ok. Un tel opérateur a des valeurs propres réelles. Démontrez-le. Démontrez-le. Un opérateur grand U est unitaire si et seulement si
on a U fois UDAG qui est égal à UDAG fois U est égal à I. Hein, en fait, c'est l'identité, la matrice identité. Donc, dans l'espace vectoriel, l'espace hermitien de dimension n. Donc, c'est une matrice n fois n qui a des 1 sur toute sa diagonale et 0 partout ailleurs. Donc, cet opérateur unitaire conserve le produit scalaire. En effet, si on note en', U fois en, alors le produit scalaire entre en' et en' va être égal au produit scalaire entre UEM et UEN. Par définition de l'adjoint que j'ai défini précédemment, ceci, par définition même de l'adjoint, c'était de U, c'est égal à EM, c'est égal au produit scalaire entre EM et UDAG, qui est l'adjoint de U, UEN. Et comme par définition, donc on a pris la définition de cet opérateur identité, on a que UDAG U, c'est U, UDAG, c'est égal à 1. Donc ceci est donc égal à EM, au produit scalaire entre EM et l'opérateur unité appliqué à N, c'est donc égal au produit scalaire à EM, entre EM et EN. Il conserve donc par voie de conséquence aussi la norme. Démonstration de ceci. Donc pour pouvoir démontrer qu'il conserve la norme, donc U conserve la norme, c'est si et seulement si la norme au carré de U phi est égale à la norme de phi au carré. Quel que soit phi appartenant à notre espace hermétique. Alors, U est égal à l'unité. Donc, quel que soit phi, quel que soit qui, je prends deux vecteurs de l'espace hermétique, de l'espace hermitien en question. Quel que soit lambda, notre complexe, on a le produit scalaire de U appliqué à phi plus lambda qui et U appliqué à phi plus lambda qui est égal au produit scalaire, puisque d'après l'égalité qui précède, entre phi plus lambda qui appliqué à lui-même. Or, on développe par linéarité à gauche et cisculinéarité par linéarité à gauche et antilinéarité à droite, ce terme-là, le produit scalaire de phi plus lambda qui avec lui-même. On obtient c'est égal au produit scalaire de phi et de qui, qui est égal à 0, plus module de lambda carré, produit scalaire de qui et qui, plus le conjugué hermétique de lambda, produit scalaire entre qui et phi, plus lambda, produit scalaire entre qui et phi, d'accord? Mais on sait aussi que le produit scalaire entre phi plus lambda qui et phi plus lambda qui, c'est égal au produit scalaire entre U appliqué à phi plus lambda qui et U appliqué à phi plus lambda qui. On développe ce produit scalaire en utilisant toujours pareil linéarité, cisculinéarité. On obtient que c'est égal à ces termes-là, plus 2 fois la partie réelle de lambda U plus phi plus U plus lambda qui. Donc on procède par identification des deux termes puisqu'ils sont égaux et on doit voir que la partie réelle de lambda de U phi de la partie réelle de lambda fois le produit scalaire entre U phi et U qui est égal à la partie réelle de lambda fois le produit scalaire entre phi, le vecteur phi et le vecteur qui de notre espace de Hilbert. Donc le produit scalaire entre U phi et U qui est égal au produit scalaire entre phi et qui. On en déduit donc que l'opérateur U est donc unitaire et qu'on a UDAG U est égal à l'identité. Ok. Alors maintenant, je vais en venir à ce qui est fondamental, ce qui fait vraiment le cœur de la mécanique quantique, c'est-à-dire le formalisme de Dirac, en fait, ou plutôt on va dire la notation de Dirac, parce qu'en fait à la base c'est une notation, simplement un nouveau jeu de réécriture, une réécriture des termes avec des notations différentes, ok, en plus avec la notion de projecteur. Donc on considère un opérateur linéaire, grand A, qui va agir sur deux vecteurs de notre espace de Hilbert, donc deux vecteurs V et W. Donc on va dire que grand A dépend de deux vecteurs A, de deux vecteurs V et W. Donc la représentation matricielle de cet opérateur linéaire grand A exprimée dans la base des EN. EN, j'ai considéré c'était une base, notre base elle était orthonormée. C'est une base orthonormée dans l'espace de Hilbert, tout simplement. Donc ça veut donc dire que tout vecteur de la base s'exprime comme combinaison linéaire des EI et que EI scalaire EJ est égal à delta IJ. Delta IJ, c'est le symbole de connecteur. Autrement dit, c'est égal à 0 si on ne fait pas le produit si I est différent de J, et c'est égal à 1 sinon. Ok. Donc on a ANM qui est égal à VN WN étoile, ok, où VN c'est égal au produit scalaire entre EN et V, et WN c'est égal au produit scalaire entre EM et W, ok. Effectivement, ANM c'est pas un scalaire, mais c'est pas un réel, c'est un complexe, ok. Effectivement, on remarque que Vn en fait c'est un vecteur
un vecteur ligne, hein, un vecteur colonne, pardon, et Wn, c'est un vecteur ligne. Et on fait le produit composante par composante, d'accord? C'est le produit scalaire hermitien, donc on prend la sesquilinarité et on prend le complexe conjugué, ok? Donc, V' va être de la forme AV, Vn', peut s'écrire sous la forme somme sur M des ANM UM, ok? Et ça, c'est égal à la somme sur M des Vn Wn étoile UM. Autrement dit, c'est égal à V indice N de U et de V. Ce qui nous dit que U' est une fonction V de U et de W. Ok? Simplement, c'est ce que ça nous dit. Maintenant, la notation de Dirac. Dans une notation de Dirac, en fait, un vecteur va être noté sous cette forme, avec une barre verticale, on note phi pour dire c'est le vecteur, et une accolade pointue fermante. On appelle ça un ket. Un ket, en notation de Dirac, c'est un vecteur colonne. Tout simplement. L'espace dual, alors j'ai pas défini ce qu'est l'espace dual, mais bon, c'est l'ensemble des formes linéaires agissant d'un espace vectoriel vers un autre. Ça prend un espace vectoriel, ça vous donne une forme, c'est-à-dire une fonction qui prend un vecteur et qui renvoie un scalaire. Bref, mais sans rentrer dans le détail, un détail mathématique poussé. Donc, on dit que l'espace dual est composé des vecteurs, cette fois-ci bras, ok, et ce sont des vecteurs lignes. Autrement dit, en fait, les quêtes, c'est des vecteurs colonnes, ça se note sous cette forme. Les vecteurs lignes, c'est des bras, ça se note sous cette forme. Et on notera à ce moment-là, avec l'introduction des bras et des quêtes, le produit scalaire que l'on avait noté sous la forme deux accolades, les deux vecteurs, virgule, donc le produit scalaire entre chi et psi, ça va être maintenant, ça va devenir en notation de Dirac et ça va s'appeler le produit scalaire entre le bras chi, on dit le bras parce qu'on ouvre un bras, et le ket psi. Pourquoi le ket? Parce qu'on ferme le bras. En fait, la notation de Dirac étant anglophone, est une notation anglaise. Il parlait de bracket. Le bracket, c'est le bras. Lorsque vous entourez quelqu'un, je dirais, vous lui faites un câlin, vous le prenez dans ses bras. Ok? Donc vous l'entourez avec les bras. Donc il y a un bras à gauche et il y a un bras à droite. Le bras à gauche, c'est un coude vers la gauche, mais effectivement, c'est comme si votre bras est sur la gauche, et le bras à droite, c'est un coude vers la droite. Donc en fait, c'est un formalisme imagé. Mais pour comprendre, donc le bras, c'est le bras de gauche, le bras, c'est qui ici, et le 4, c'est phi. Effectivement, euh, quand on fait le produit d'un vecteur ligne, donc d'un vecteur colonne, pardon, n ligne, qui a n ligne, une colonne avec un vecteur qui a donc une colonne et n ligne, non, pardon, d'un vecteur une ligne, n colonne avec un vecteur n ligne, une colonne, on obtient donc un scalaire, ok, un réel. Ici, c'est un complexe, puisqu'on est dans le corps des complexes. Alors, simplement, avec cette notation-là, alors comment, avec cette notation-là, euh, le ket phi, d'accord, qui va être multiplié par, va s'exprimer donc sous la forme d'un vecteur colonne, de coordonnées C1, C2 jusqu'à Cn dans la base des Le bras qui va s'exprimer que sous la forme d'un vecteur ligne de composantes alpha 1 étoile, alpha 2 étoile jusqu'à alpha n étoile, puisqu'on prend le conjugué hermétique. Ok. Et donc, on a cette égalité, qui est aussi importante dans le calcul, que j'entoure, qui nous dit qu'on peut trouver le bras qui à partir du ket qui et vice-versa. Comment? Ben si on dispose de l'expression du formalisme du ket qui, vous prenez son transposé, autrement dit, si c'est un vecteur colonne, ça devient un vecteur ligne, ok, et vice-versa. Si c'est un vecteur ligne, ça devient un vecteur colonne, ok, c'est ça la notion de T de transposé. Hein. Et une fois que vous l'avez transposé, vous appliquez l'opérateur étoile, qui est le conjugué hermétique. Le conjugué, donc vous prenez le conjugué, c'est-à-dire toutes les parties imaginaires de ce vecteur, vous en prenez l'opposé. Okay, donc on a une relation simple qui nous permet de passer d'un bras au quête, en question du même opérateur. Okay,
simplement. Et donc, avec ces notations, on a que le ket lambda fois phi est égal à lambda fois le ket phi, puisque lambda c'est un Pascal, c'est un complexe et phi c'est un vecteur. Donc un vecteur, il a n coordonnées, hein, il a n composantes, puisque lambda c'est une seule composante, c'est une valeur, c'est un complexe. Et on a que le bras lambda phi est égal à lambda étoile. C'est là qu'il ne faut pas donc se planter, toujours se rappeler que on a la sesquilinéarité à gauche, en fait, lambda étoile fois le bras qui. Ok, donc bien se rappeler cette notation. Le bras qui, c'est égal au complexe conjugué du transposé du ket qui. Ok, et on pourrait faire pareil, on pourrait dire que le ket qui, c'est égal à complexe conjugué du transposé du bras qui. Voilà, hein. C'est symétrique. Hein. Donc l'opérateur grand A devient le ket U' qui est égal au ket V multiplié par le produit scalaire entre le bras W et le ket V, qui est égal, et c'est là que je vais introduire un autre concept et une autre notation qu'il faut apprendre, pas par cœur, mais il faut savoir que ça c'est une dyade. En fait, la dyade c'est égal en fait au produit entre un ket et un bras. Lorsque vous avez un ket multiplié par un bras, vous avez une dyade. Ok. Alors, ce qui est important, c'est que la dyade, c'est un opérateur. On n'a pas à faire un produit scalaire, là. Ça ne donne pas un complexe. Ça va donner une matrice NN. Pourquoi? Parce que le ket V, c'est un vecteur colonne, donc de n lignes par une colonne. On peut dire que c'est une matrice n lignes, une colonne. Et le bras W, c'est aussi une matrice, mais une colonne, n lignes. C'est un vecteur ligne. Ok? Le ket V, c'est un vecteur colonne, et le bras W, c'est un vecteur ligne. Quand vous multipliez un vecteur colonne par un vecteur ligne, vous obtenez une matrice de dimension n ligne fois une colonne. Donc il faut bien faire attention et bien comprendre ce concept. Ok? Un produit scalaire, ça vous donne un nombre, un complexe, dans un espace vectoriel de dimension n, en l'occurrence ici dans un espace hermitien, puisque mécanique quantique c'est des espaces hermitiens. Il y a deux, trois petites choses en plus d'un espace vectoriel. Ok? Et la chose un peu magique, sympathique, qu'il faut comprendre, et qui va être très utile dans les calculs lorsqu'on va en mécanique quantique, lorsqu'on va utiliser des observables, il faut savoir quels sont les objets qu'on manipule. Ok? Ici, lorsqu'on a, et c'est pour ça donc tout l'intérêt effectivement de la notation de Dirac, c'est que donc cette dyade qui va être définie comme la multiplication entre un ket et un bras, ok, est une matrice. Donc c'est une matrice appliquée à un vecteur là. Donc une matrice appliquée à un vecteur va nous redonner un vecteur. On aura bien un vecteur. Ok, donc il faut bien vérifier l'homogénéité, cette fois-ci, non pas dimensionnelle comme on a l'habitude de l'utiliser en physique, mais une homogénéité, je dirais, une homogénéité de grandeur. Voilà. Si à gauche on a un vecteur colonne, on a une identité, on doit avoir un vecteur colonne à droite. Si on sait qu'on va avoir un vecteur ligne, il faut qu'on ait un vecteur ligne. Si on sait qu'on a une matrice, on a une matrice. Donc il faut bien comprendre quels sont les objets qu'on manipule et tout l'intérêt et toute la puissance de cette notation en fait, qui simplifie les choses. Mais derrière cette simplification, il y a toute une compréhension, je dirais, des opérateurs qu'on manipule. Ok. Donc un cas important. Si V égale à W, la norme de V qui est égale à 1 est équivalent à dire que le produit scalaire entre V et V, entre le bras V et le ket V, est égal à 1. Ok? Donc, et on aura que l'opérateur, qui sera ensuite une observable, associée à VV, donc ok, va être égal à la dyade que j'ai représentée ici, qui est donc la dyade qui s'exprime entre le ket V et le bras V. Donc, AVV appliqué au vecteur U, ok, va être égal au ket U multiplié par le produit scalaire entre le bras V et le ket U. Le ket V, le bras V et le ket U, ok. Donc, ça va correspondre en fait à la projection de U le long du vecteur normé V. Donc, V scalaire U est la composante de U le long du vecteur V. Donc, ça, c'est important en mécanique quantique
Pourquoi? Parce qu'on va faire des mesures et on va avoir des observables et on va chercher à comprendre dans quelle mesure, suite à une mesure, c'est le terme, hein, mais suite à une mesure, on va savoir dans quelle mesure notre vecteur qu'on a fait rentrer dans un filtre quantique va ressembler à un autre vecteur. Ok? D'où l'importance de ce produit scalaire, cette notation. Il y a donc également un changement de notation donc avec la notation de Dirac. L'ensemble des vecteurs En, donc qui est notre base, mais en fait ça va devenir l'ensemble des quêtes N. Ok? Donc P représente le projecteur sur le vecteur N, sur le quête N. Et Pn va se noter comme étant la dyade entre le quête N et le bras N. Alors, soit maintenant un sous-espace que l'on notera H indice grand M de l'espace de Hilbert. On va prendre que ce sous-espace grand M est inférieur à petit n, d'accord? On est donc où grand N c'est notre espace de Hilbert de base. Projecteur, donc c'est un projecteur sur l'espace de Hilbert de grand M. Je vais considérer l'ensemble des vecteurs, l'ensemble des quêtes M, où M varie de 1 à grand M, comme étant une base orthonormée de notre sous-espace, H de grand M. Alors ce projecteur va s'écrire donc sous la forme somme pour petit m égale 1 à grand M des dyades composées entre les dyades entre le quête M et le bras M. On aura donc la relation de fermeture qui est très utile aussi en mécanique quantique dans les calculs. La somme suppositive variant de 1 à grand N, pardon, des quêtes des dyades NN est égale à l'identité sur l'espace de Hilbert N. Autrement dit, la matrice diagonale qui contient que des 1 sur sa diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc ici, j'ai noté, bon, c'est simplement un formalisme, une notation qui est très utile et qu'il faut connaître. Hein, donc effectivement, qui un peu résume un peu ce qui a été dit au préalable. AFI, en fait, c'est appliquer l'observable, on applique en fait l'opérateur linéaire A au vecteur phi. Autrement dit, on obtient à l'issue de cette opération un quête, donc un vecteur, qui est le résultat vecteur entre A phi. Ok, on peut le noter aussi sous cette forme, c'est A fois le quête phi. Autrement dit, on va avoir, c'est pas un abus, c'est un abus d'écriture là, ce qui est à gauche. Ok, la vraie notation, la notation plus formelle qui correspond à celle de droite, on note que le produit scalaire entre qui et A phi est égal au bras qui scalaire l'opérateur A appliqué au quête phi. Ok, sachant qu'effectivement ce terme-là est égal, donc puisqu'on utilise la propriété de l'adjoint, donc qui scalaire à phi est égal à adag qui scalaire phi. Ok, ça c'est l'opérateur de l'adjoint. Si adag est l'adjoint de A. Dans le cas où adag est ou dans le cas où on a un opérateur hermétique, l'adjoint et on parle d'opérateur auto-adjoint, adag c'est égal à A et on aura qui scalaire à phi est égal à qui scalaire phi. Donc ça, c'est pour les opérateurs hermétiques. Qui interviennent en mécanique quantique, la plupart des opérateurs sont hermétiques. Et par la suite, il y aura, je dirais, que ça. Ok. Alors, ça, c'est simplement, en fait, un jeu d'écriture, d'accord, qui montre l'équivalence, effectivement, entre la notation de Dirac et la notation matricielle, qui permet d'expliquer qu'effectivement, on retrouve le produit matriciel, c'est-à-dire son expression, à l'aide des notations de Dirac. Et en effet, en utilisant les notations de Dirac, on va exprimer effectivement le coefficient de la matrice AB, se situant à la ligne N et à la colonne M, comme étant égal, effectivement, on va le voir, donc au produit scalaire entre le bras N et l'opérateur AB appliqué au quête M. Ceci est égal, toujours pareil, au bras N scalaire A fois donc la somme, puisque cette quantité-là, c'est une dyade, la somme pour L variant de L, la L variant de 1 à N des dyades LL, de la dyade entre L, de la dyade L, d'accord, puisque ça, en fait, ce sont les bases orthonormées, B fois le quête M. Ceci est égal donc à la somme pour L variant de 1 à N de N scalaire A L, scalaire L, B, M. J'ai simplement, en fait, on a distribué ce terme-là à gauche et on a distribué ça à droite, ok? Et on a fait sortir la sommation de la notation de Dirac, ok?
Ce terme-là, donc n scalaire, le produit scalaire entre n à l, c'est égal à A indice nl, c'est-à-dire c'est égal à l'élément, à la nième colonne de l'opérateur A représenté matriciellement, et pareil pour B, d'accord? Et on retrouve que c'est égal à la somme pour L variant de 1 à grand N, dA NL, B, Ln. Ceux qui connaissent le formalisme matriciel reconnaissent exactement comment on calcule effectivement le coefficient IJ du produit matriciel entre une matrice A et une matrice B, quand on peut effectuer ce produit matriciel. Donc on retrouve la notation du produit matriciel. Autrement dit, la notation de Dirac contient en elle-même la notation matricielle. C'est un rajout, c'est une couche supplémentaire dans le formalisme qui est utile pour la mécanique quantique. Okay, mais elle n'enlève en rien de l'aspect, je dirais, matriciel sur les opérateurs linéaires. Voilà. Alors, une autre notion maintenant fondamentale, mais vraiment fondamentale en quantique, c'est la décomposition spectrale d'un opérateur. Okay, donc, grand A est un opérateur linéaire. On dira donc effectivement le vecteur phi est un vecteur propre de A, et petit a est la valeur propre associée au vecteur propre phi, si A fois phi est égal à A phi. Ok. Donc pour déterminer les vecteurs propres, A moins l'identité appliquée à phi qui est égale à 0, donc il faut que le déterminant de A moins... Bon, ça c'est du calcul matriciel, donc je considère que c'est acquis, la notion de vecteur propre, valeur propre. Je la redéfinis ici. On dit que petit a en fait est une valeur propre de l'observable de l'opérateur linéaire grand A associé au vecteur phi, et vice versa. On peut donc dire que le vecteur phi est un vecteur propre de l'opérateur grand A pour la valeur propre petit a. Voilà. Ça, c'est la méthode de calcul des valeurs propres pour déterminer petit a relatif à l'observable grand A. Donc ça c'est une équation en fait. C'est tout simplement une équation qui va nous permettre de déterminer petit a, qui sera une valeur propre. On a simplement traduit en plus ou moins après en notation matricielle avec un calcul de déterminant cette égalité, je dirais vectorielle, en notation de Dirac. Voilà, alors en mécanique quantique, ce qu'il faut savoir, c'est calculer le déterminant d'une matrice de 2, calculer le déterminant d'une matrice 3 de 3. Voilà, on n'ira pas beaucoup plus loin, je dirais, voilà, dans le formalisme. Voilà, mais il faut savoir calculer un déterminant. Donc ça permet d'obtenir les valeurs propres de grand A. Théorème. Les valeurs propres d'un opérateur hermitien sont réelles et les vecteurs propres correspondant à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux. Alors la preuve, donc phi scalaire a scalaire phi, c'est égal à phi scalaire petit a scalaire phi, puisque a scalaire phi c'est égal à a phi, puisque phi est un vecteur propre de l'observable grand A pour la valeur propre petit a. Donc A étant un scalaire, ici un complexe, on le sort du Dirac, du Dirac, et on obtient que ce terme-là est égal à A fois le produit scalaire entre le bras phi et le quai phi. C'est égal à A fois la norme de phi au carré. Ok. Par ailleurs, on sait que par propriété de l'opérateur, je dirais, hermétique, puisqu'on dit que c'est un opérateur hermitien, donc si A est un opérateur hermitien, A DAG est égal à A. Autrement dit, le conjugué hermétique de A est égal à A, donc A transposé étoile est égal à A. Et donc, phi scalaire A phi, c'est égal à A phi scalaire phi. Donc ça, c'est la propriété hermétique de l'opérateur, là. Tandis qu'en haut, j'utilisais la propriété du vecteur propre. Ok. Et ça, A phi, ben, on va réutiliser la propriété du vecteur propre. A phi, il a pour A phi, c'est égal à grand A phi, c'est égal à petit a phi, puisque phi est un vecteur propre de l'opérateur grand A pour la valeur propre petit a. Comme on a un produit scalaire hermitien, on est dans un espace de Hilbert est un espace hermitien, on a de l'étoile qui sort à gauche, puisqu'on a la cisculinarité à gauche. D'accord? Donc on a que c'est égal à A étoile de phi scalaire phi, donc A étoile norme de phi au carré. Autrement dit, A norme de phi au carré est égal à A étoile norme de phi au carré. Par simplification par phi, A est égal à A étoile, et donc A est réel. Ok, c'est une propriété importante, notamment dans les mesures. Donc les valeurs propres d'un opérateur hermitien sont réelles, et les vecteurs propres correspondant à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux. Donc l'orthogonalité, effectivement, pardonnez-moi, je l'avais oublié. On l'a démontré, on l'explicite ici. Donc, A scalaire qui
est égal à B scalaire qui, où B est réel, donc on considère deux vecteurs propres. Donc qui scalaire A phi, c'est égal à A qui scalaire phi, puisque A phi, c'est égal à petit a fois phi, je sors le A, puisque phi est un vecteur propre pour l'observable grand A. Et ceci, qui scalaire phi, c'est égal à B scalaire qui scalaire phi, ok? Puisqu'effectivement, on a deux vecteurs propres différents, d'accord? Donc si A est différent de B, la seule possibilité, c'est que le produit scalaire soit nul. Donc, que le quai de qui est orthogonal au quai de phi. Donc, conséquence de tout cela, les vecteurs propres d'un opérateur hermitien normalisé à l'unité forment une base orthonormée de l'espace de Hilbert si les valeurs, si les valeurs propres sont toutes distinctes. S'il existe moins de valeurs propres distinctes que le rang de A, d'accord, le rang, je ne l'ai pas défini, c'est la dimension de l'espace vectoriel associé. Donc, autrement dit, le rang de A, c'est sa dimension, c'est le nombre de coordonnées qu'il a. Bon, je vous réfère à un cours élémentaire, il faut savoir ce qu'est la dimension d'un espace vectoriel. Bon, c'est tout simple, je le dis, la dimension d'un espace vectoriel, c'est le rang minimal de sa base. Ok, donc vous prenez une base d'un espace vectoriel, et ben, son rang, donc une base, c'est la dimension. Ok, donc pour certaines valeurs propres, la dimension du sous-espace propre est supérieure à 1. La dimension du sous-espace propre associé de à l'indice alpha est aussi la multiplicité notée grand G de alpha. Donc pour A indice alpha, il existe un ensemble alpha indice R où R décrit 1 à G de alpha, c'est la multiplicité, tel que A scalaire alpha R est égal à A indice alpha fois alpha indice R. Donc on fait intervenir le rang, la multiplicité. Un vecteur propre peut avoir un ordre de multiplicité plus important. Voilà, c'est juste une notation, mais c'est utile. Bon, c'est un peu formalisé ici. Après, dans les calculs, c'est beaucoup plus simple en mécanique quantique, mais il est important de comprendre le concept. Donc on note P, le projecteur suivant A indice alpha. Donc suivant A, on dit que alpha dans A, a pour valeur propre. A est une valeur propre de grand A avec ordre de multiplicité indice alpha, et on considère le projecteur de la valeur propre A d'indice de multiplicité alpha comme étant la somme pour R variant de 1 à G de alpha de la diade alpha R. Donc de la diade alpha R. Ok. La somme sur toutes les ordres de multiplicité alpha correspondant à la valeur propre A sur les projecteurs étant cette somme double sur la diade étant égale à la matrice unité. Ok. Donc le vecteur phi appartenant à grand H, notre espace hermitien. Tout ça, pourquoi je le définis? Parce qu'en mécanique quantique, on travaille essentiellement, on travaille sur des espaces hermitiens. Okay, donc tout ce qui a lieu dans des espaces hermitiens, mais d'un produit scalaire hermitien, est valide, et c'est ce qui va nous permettre de faire de la quantique. Donc, pas nécessairement les propres de A. Donc on a A scalaire phi qui est égal à la somme sur toutes les alphas des A, P indice A alpha appliqué à phi, qui est égal à la somme des A, sur alpha des A indice alpha P de alpha appliqué à phi. Grand A, donc l'opérateur linéaire grand A est égal à la somme des alpha des A alpha des projecteurs suivant l'ordre de multiplicité alpha associé à la valeur propre alpha, si et seulement si grand A peut s'écrire sous cette forme de la diade. Voilà. Ok. Bon, c'est pas non plus très fondamental en mécanique quantique, il faut comprendre juste les implications un peu pratiques. Je ferai dans des exercices, j'ai déjà commencé à le faire dans des exercices antérieurs, vous prenez quelques vidéos en arrière, et vous avez déjà quelques exercices de mécanique quantique élémentaire qui mettent en évidence cette chose-là. Donc si vous n'avez pas compris vraiment le formalisme associé au projecteur, c'est pas non plus rédhibitoire pour faire de la quantique, ok, à ce stade-là. Voilà. Théorème. Si grand A et grand B sont deux opérateurs hermitiens qui commutent entre eux, alors, effectivement, leur commutateur, noté entre crochets AB qui est égal à AB moins BA est égal à 0. Puisque A et B commutent entre eux, donc AB égale BA, donc AB moins BA égale 0. Voilà. Hein. Donc cette notion de commutateur, elle est très 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 importante en quantique. Pourquoi? Parce que vous le verrez par la suite, si vous ne l'avez pas déjà vu, en quantique, on fait appel à des notions de spin, le spin d'un électron, on fait appel à des notions de rotation, on introduit effectivement différents types de matrices qu'on appelle les matrices de Pauli, qui font intervenir des opérateurs de commutation, donc il faut pouvoir calculer le commutateur entre deux spins, bon, etc. D'où l'importance de cette notation. Voilà, vous mettez entre crochets deux opérateurs avec une virgule. Ça, c'est l'opérateur
qui se calcule comme ceci. Autrement dit, l'opérateur de commutation entre A et B, c'est tout simplement, vous enlevez le 0 ici, vous enlevez, c'est tout simplement la différence, c'est simplement cette expression A fois B moins B fois A. Ok, vous le calculez. Donc quand vous voyez commutateur entre A et B, il faut simplement calculer ce terme-là. Ok. Donc, alors on peut trouver une base de H formée des vecteurs propres, de vecteurs propres communs à A et B. Donc pour les opérateurs unitaires, qu'est-ce qui se passe? Donc un opérateur unitaire est tel que l'inverse de cet opérateur est égal à UDAG. Donc UDAG est égal à U-1. Autrement dit, pour les opérateurs unitaires qui sont auto-adjoints, ben en fait, leur adjoint, c'est leur adverse. Donc en fait, ils sont inverses d'eux-mêmes, quelque part, on va dire. L'opérateur hermétique associé est l'inverse de cet opérateur. Voilà. C'est des jeux d'écriture, vraiment, il faut pas trop se bloquer sur son formalisme. En fait, c'est très amusant. On fait des calculs, il faut simplement l'avoir en tête. Après, l'avoir en tête, c'est des jeux d'écriture qu'on fait ensuite dans les exercices. Alors, théorème. Ah, les valeurs propres sont des nombres de module 1. Donc, on va avoir U de n, donc, qui va s'exprimer sous la forme exponentielle I alpha n, où alpha est réel. Les vecteurs propres associés à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux. Ensuite, si U va s'exprimer sous la forme somme sur n des exponentielles I alpha n fois Pn, où Pn est le projecteur, A va être égal à la somme des cosinus alpha n Pn, et B va être égal à la somme des sinus alpha n Pn. Ok, ça ce sont des opérateurs qui sont importants en quantique et qui vont vraiment intervenir. Pour démontrer le C, ben, on peut mettre U sous la forme 1 demi de U plus U transpose U dag, pardon, plus I fois 1 sur 2I, U moins U transpose, d'accord? Et U sous la forme A plus IB. A et B sont thermiciens et A et B commutent. Donc le commutateur entre A et B est nul. Dans la même base, les valeurs propres de A sont cosinus de alpha n, les valeurs propres de B sont sinus alpha n. Il existe alors un complexe C tel que la somme sur n des alpha n Pn soit thermicien tel que U puisse s'exprimer sous la forme exponentielle IC. Donc fonction d'un opérateur, quelle est la fonction d'un opérateur f de A? Donc on va faire l'hypothèse qu'on est dans un espace de dimension finie. Une matrice grand A, donc l'opérateur grand A est diagonalisable si et seulement si il existe un vecteur grand X tel que grand A peut se mettre sous la forme grand X d moins A grand X, où grand T est une matrice diagonale. Ok, ça c'est la définition de la diagonalisabilité d'une matrice. Matrice est diagonale si on peut la mettre sous cette forme. Ok, D étant une matrice diagonale, donc une matrice diagonale, je vous le rappelle, c'est très utile, pardon, c'est une matrice sous cette forme. Vous avez des nombres, des scalaires, des réels, des complexes, en l'occurrence en mécanique quantique sur la diagonale, et 0 partout ailleurs. Ok, soit petit f une fonction définie sur l'espace complexe grand C par un développement de Taylor convergent dans un domaine du plan complexe. Bon, voilà, alors ça c'est une notion, la notion des séries de Laurent, des séries complexes. Mais bon, pour ce qu'on a à en faire en quantique, c'est pas non plus... il faut connaître les résultats. Mais voilà, l'aspect théorique qu'il y a derrière les séries de Taylor, les séries de Laurent, l'intégration dans le plan complexe, la convergence, c'est pas non plus utile de le connaître. Bon, voilà, donc module de z inférieur à r, on a une convergence d'une certaine fonction complexe f de z, qui va s'écrire donc sous la forme somme pour p égale 0 à l'infini des cp z puissance p, donc sous la forme d'une série de, même pas une série de Laurent, sous la forme d'un développement infini, donc sous la forme d'une série, voilà, une série complexe, d'accord, qui converge pour un z qui est inférieur à un certain rayon, en module, hein, puisqu'on parle de complexe, on n'est pas dans le cadre de nombres réels. Je vous rappelle que le module d'un complexe z égale à alpha plus i bêta, c'est égal à la racine carrée de alpha carré plus bêta carré, d'accord? Et d'ailleurs, on le calcule en quantique de cette manière, dans les exercices. Donc, f de grand A, à ce moment-là, l'observateur va être la somme de p égale 0 à l'infini des cp à puissance p. Hein. On peut utiliser une matrice à la puissance, on peut mettre à la puissance une matrice, un observable, ça pose aucun problème. On utilise la décomposition comme sous forme diagonalisable, puisque A est diagonalisable, donc A va se mettre sous la forme x d moins a grand d, x d moins a x, où d est une matrice diagonale. Donc, en fait, on va avoir ici A à la puissance P, c'est A fois A fois A, P fois. Et en fait, on s'aperçoit, c'est un jeu d'écriture assez rigolo, en fait, que A fois A, c'est dx-1d fois x-1, dx-1. Ok? Donc, finalement, on s'aperçoit dx-1d. Là, c'est pas x-1, je me suis planté, je suis vraiment désolé. Il y a un x. Voilà. On s'aperçoit que comme il y a commutation, qu'on va avoir
On va avoir des x(-1), donc c'est l'identité, p fois, puisqu'on commute, on peut commuter tous les éléments que l'on veut à ce moment-là, dans ce terme-là, puisqu'on peut, une matrice diagonale, elle est commutable, elle commute avec n'importe quelle matrice. Donc, pardon, f de grand A va s'exprimer sous la forme somme de p à l'infini des cp x d, à ce moment-là, p puissance p x-a, ok, puisqu'on va voir, comme je l'ai dit, tous les x(-1) qui vont s'annuler, matrice identité, il va rester que d fois d fois d fois d, le tout p fois, donc d à la puissance p, même si d c'est une matrice diagonale. En fait, d à la puissance p d'une matrice diagonale, si vous voulez avoir cette matrice à la puissance d, il n'y a rien de plus simple, en fait, c'est d1 à la puissance d, d2 à la puissance d, jusqu'à d1 à la puissance p, pardon. Donc la puissance pim d'une matrice diagonale est d'une simplicité enfantine en termes de calcul. Vous avez juste mettre à la puissance p l'ensemble de ces éléments diagonaux. Voilà, donc il n'y a pas à tergiverser midi à 14h, et d'ailleurs c'est pour ça que l'on diagonalise les matrices, ok, notamment en mécanique quantique. Ok. Donc on a exprimé f de notre opérateur linéaire qui sera un observable en mécanique quantique. Voilà, l'expression entre parenthèses est une matrice diagonale dont les valeurs propres sont f de dn, puisque dn en fait c'est les valeurs propres de notre matrice, ok, puisqu'on l'a diagonalisé. Si, voilà, dn en module inférieur à n. Voilà, donc je fais un exemple important pour terminer qui va servir en mécanique quantique. Donc, on sait que l'exponentiel d'un observable, on peut également le mettre sous la forme somme pour p égale 0 à l'infini, dA puissance p sur p factoriel. Attention, le produit de l'exponentiel d'un observable A par un observable B, exponentiel A fois exponentiel B, n'est pas égal nécessairement à exponentiel de A plus B, ok? Parce que ici, c'est pas des nombres, c'est pas des complexes, ce sont des matrices, d'accord? On prend l'exponentiel de matrice. En fait, il y a égalité si A et B commutent. Ok, sinon, il n'y a pas égalité. Donc, si grand A s'écrit sous la forme somme des A indice alpha P A indice alpha, je vous rappelle que alpha, c'est l'ordre de multiplicité, le rang du sous-espace propre associé à la valeur propre A. Donc, alpha peut être égal à 1 jusqu'à maximal n, où n est la dimension de notre espace hilbertien. Donc, cette écriture-là à gauche, faisant intervenir l'observable, etc., est équivalent à ce moment-là à l'écriture à droite. F de grand A va être égal à somme sur alpha des f de alpha p de alpha. Okay. Alors pour une valeur grand C qui s'exprime sous la forme somme des alpha n pn, pn c'est le projecteur de notre base, de notre énième vecteur de base n, alpha n est réel, c'est hermitien, donc l'opérateur U qui va être exponentiel IC, donc on prend l'exponentiel nombre complexe I multiplié par la matrice C, va être de valeur propre exponentielle I indice alpha n. Enfin, notion de générateur infinitésimal, et je m'arrêterai là pour cette vidéo. Je continuerai, je pense, une prochaine vidéo sur les postulats de la mécanique quantique, qui sera la continuité de celle-ci, d'accord, qui va s'appuyer sur cette vidéo, donc d'où la nécessité de comprendre les concepts que j'ai évoqués dans cette vidéo pour comprendre la suite. Donc la notion de générateur infinitésimal. Donc un générateur infinitésimal, on considère une famille d'opérateurs unitaires paramétrés par alpha réel. U de alpha est égal à exponentielle I alpha grand A, avec grand A hermitien. Cette famille commute. Si U vérifie une loi de groupe du type U appliquée à alpha 1 plus alpha 2 est égal au produit U de alpha 1 par U de alpha 2, et exponentielle, donc I de alpha 1 plus alpha 2 appliqué à l'observable grand A est égal au produit exponentielle I alpha 1 A fois exponentielle I alpha 2 A, on aura ça. Donc, je termine avec le théorème de Stone. Si U de alpha 1 plus alpha 2 est égal à U de alpha 1 fois U de alpha 2, et U de 0 est égal à l'identité, alors il existe un et un seul opérateur grand A hermitien, tel que U de alpha est égal à exponentielle I alpha grand A. L'opérateur grand A est appelé le générateur infinitésimal de la transformation U de alpha. Montrons à présent que U de alpha vérifie une équation différentielle. On a U de alpha plus delta alpha, on fait un développement limité, est égal à U de delta de alpha fois U de alpha, qui est égal à l'identité, plus delta de alpha fois la dérivée de U par rapport à alpha calculée en alpha égale 0, fois le tout appliqué à U de alpha. Effectivement, je fais remarquer que U de delta de alpha, c'est U de 0 plus delta alpha du sur d alpha pour calculer en alpha égale 0, plus, bon, on fait un développement. En posant grand A est égal à moins I du par rapport à alpha calculé en alpha égale 0, on va avoir au premier ordre U de delta de alpha multiplié par U étoile, donc le conjugué hermétique de U appliqué à delta de alpha qui est égal à 1.
effectivement, on a le produit entre 1 plus i delta de alpha fois 1 fois l'identité moins i delta de alpha à DAG, qui va être égal à identité moins i delta de alpha à DAG plus i delta de alpha 1, qui est égal à identité au premier ordre, puisque ça sont des termes d'ordre 2, d'accord? Donc, alors, on aura que A est égal à DAG, donc ceci impliquera que A est thermicien. Je vous dis simplement que c'est de la manière dont on va déterminer un certain nombre de propriétés caractéristiques d'opérateurs en mécanique quantique. Il faudra démontrer ça, d'un point de vue concret. Ok? Appliqué à notre problème. Une fois qu'on aura formalisé, modélisé notre problème en termes quantiques, on se réduira à des opérateurs hermitiens. 5 minutes. Donc, U de alpha plus delta de alpha est égal I plus I delta de alpha fois 1 appliqué à U de alpha. U de alpha plus delta alpha moins U de alpha est égal à I fois delta de alpha. Ça, ce sont des complexes. Hein, fois A appliqué à U de alpha. On en dit donc U de alpha plus delta de alpha moins U de alpha sur delta de alpha est égal à I à U de alpha. Donc U doit vérifier l'équation différentielle. En fait, c'est une équation différentielle même un peu particulière puisqu'on parle d'équation différentielle sur un opérateur unitaire qui est défini dans un espace hermitien donc de dimension n. Voilà, c'est assez complexe le complexe. Mais on a donc D de U de alpha, donc ça c'est pas des réels, hein, c'est ce que je veux dire. On peut avoir, ça peut être appliqué à une matrice, hein, mais bon, l'appliquer à une matrice, c'est l'appliquer à l'ensemble des éléments de la matrice. Donc finalement, c'est juste une couche d'abstraction au-dessus, mais le concept est le même. Du d'alpha sur d alpha doit être égal à IU de U d'alpha. Ici, A est hermitien, et plus, voilà, mais ce n'est plus valable pour les dérivés d'ordre supérieur. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est vrai que j'ai fait une vidéo qui était plus une vidéo de cours, je dirais, plutôt qu'une vidéo comme j'aime bien les faire des exercices pour montrer qu'on a compris les choses. Mais il faut parfois avoir les bases et pour pouvoir faire des exercices, d'accord, en quantique. Et en quantique, c'est important. Alors, le formalisme mathématique en quantique, il n'est pas non plus hyper dur, hyper difficile. Il faut connaître un peu un certain nombre d'éléments. Voilà, donc vous les retravaillez, vous reposez vos équations tranquillement, la tête reposée, vous reprenez ces calculs. Et voilà, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, ne regardez pas les prochaines vidéos, je pense, sans avoir, sur la mécanique quantique, de cours, bien sûr, sans avoir bien étudié celle-là. Voilà.